nous exige à une meilleure prise en charge pour diminuer cette morbimortalité. Alors, consultation d'anesthésie, ce n'est pas la visite préopératoire. La consultation d'anesthésie, on le fait en avance, 1 semaine, 10 jours en avant. Et dans le privé, c'est les chirurgiens qui nous adressent le malade et après l'anesthésiste voit le malade. Souvent, ils ne sont pas vus par un cardiologue auparavant. Alors, là où il faut, on adresse le malade au cardiologue et ensemble, on optimise le traitement pour le cœur. Et suite à ça, l'anesthésiste décide comment il va optimiser le monitorage périopératoire et ensuite stratifier tout ce qu'il faut pour diminuer les complications post-opératoires. Et là, il y a pas mal d'éléments qu'il faut considérer: le saignement, l'hypotension artérielle, bradie, tachycardie, l'hypothermie qui est un gros problème dans le privé parce que la clim est toujours à fond et il n'y a pas de matelas chauffant. Il faut aussi penser à l'hypoxémie et la douleur. Ensuite, on va penser au parcours des soins post-opératoires. À l'hôpital, on n'y fait pas attention parce que l'AREA est à côté et on peut le prévoir à l'avance, mais dans le privé, non. D'habitude, les malades vont en chambre et si jamais il faut les soins intensifs après, il faut le prévoir en fonction des finances du malade, en fonction de la clinique, s'il a les soins intensifs ou pas. Et dernièrement, on va parler du monitorage biologique, là où il y a beaucoup de publications en ce moment. Voilà. Alors, je vais commencer par un cas clinique. Je vois ce malade en juillet 21, monsieur de 62 ans. L'orthopédiste m'envoie pour un bilan préopératoire. Ce malade, il a une nécrose avasculaire des 2 hanches et il doit être opéré d'une prothèse totale de hanche droite. Dans les antécédents, on voit qu'il est un ex-alcoolique. Alors en jaune parce qu'il faut voir l'étiologie de l'insuffisance cardiaque et aussi son problème de hanche. L'éthylisme peut être présent dans les 2 cas. Alors il est au chômage depuis qu'il est handicapé et bien sûr il est dépressif, il a le psoriasis et on sait que le psoriasis se majore avec la dépression. Il a été hospitalisé 1 semaine en 2019 pour un dyspnée aigu. Il est sorti avec un traitement d'insuffisance cardiaque avec diurétique, bêta-bloquant et IESC. Il avait aussi l'aspirine et atorvastatine. Il n'y avait pas d'angiographie coronaire de fait, mais il se souvient très bien que le cardiologue lui a dit qu'il a une fraction d'éjection que de 30%. Et il s'automédique avec le diclofénac pour ses douleurs de hanche. Et là aussi, je l'ai mis en jaune parce que vous savez que les anti-inflammatoires ne sont pas trop indiqués en insuffisance cardiaque parce que ça fait retenir le sel et ça peut aggraver l'insuffisance cardiaque. À l'examen clinique, il marche avec des cannes, alors difficile à l'évaluer correctement, mais le peu d'efforts qu'il fait, il n'a pas d'angor ni dyspnée et l'auscultation pulmonaire est normale. Alors comment est-ce que je peux évaluer ce malade? Souvent des fois, on pense que le fait d'avoir fait un examen clinique, un électrocardiogramme et une échographie, c'est suffisant. Voilà, cette croyance, elle est bien là. Alors, il faut savoir que même si l'ECG et l'échographie restent normales, c'est pas une exploration fonctionnelle cardiaque, ok? Malgré que l'ECG et l'échographie cardiaque peut nous être d'intérêt parce que ça nous démontre la fraction d'éjection du malade. Et si jamais il y a une valvulopathie type rétrécissement aortique qui peut être assez néfaste pendant l'anesthésie. Également, on pense aussi à la coronarographie, mais il faut savoir que l'étude qui est sortie en 2004, le CARP Trial, nous dit que la valeur pronostique reste discutable, c'est peu disponible, coûte cher, retarde la chirurgie, et chez les malades asymptomatiques, ça n'a pas d'intérêt. Alors, comment est-ce qu'on peut l'évaluer? Et là, je vais me référer à ce qui s'est fait en France. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 facteurs à évaluer. Le risque lié à la chirurgie, le risque lié au malade, ses antécédents, ses comorbidités.
Ensuite, la capacité fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité à réaliser des efforts. Parce qu'on sait que le stress chirurgical est équivalent à une épreuve d'effort. Alors, quels sont les moyens qu'on a pour évaluer la chirurgie et les antécédents? Il y a un score qu'on appelle le score de Lee. Le score de Lee a été décrit en 1999, l'auteur, bien sûr, Lee, et il avait démontré que plus il y a de facteurs de risque, plus il y a de risques de complications post-opératoires. Ce même score a été amélioré 16 ans après par Anderson, et il a légèrement modifié, il a pris que les critères cliniques, et maintenant on l'appelle le score de Lee clinique, ou le RCRI pour Revised Cardiac Risk Index. Ok, d'abord concernant risque lié à la chirurgie, il faut qu'on voit la colonne de droite, les chirurgies vasculaires supra-inguinales, intrathoraciques, intrapéritonéales, les grosses interventions comme DPC, œsophagectomie, dans le lit classique, ça leur donne 1 point. Alors voilà le score de Lee, classique à gauche et clinique à droite. À gauche, c'est sur 6 points, à droite, c'est sur 5 points. Chirurgie à haut risque, la liste, on l'a vue. Ensuite, tout malade qui a une coronaropathie, une insuffisance cardiaque, un antécédent d'AVC, diabète insulinodépendant et l'insuffisance rénale chronique, une créatinine supérieure à 177. Alors, vous serez d'accord qu'à Maurice, il y a un taux de diabétique très élevé. En chirurgie cardiaque, j'avais jusqu'à 60% des malades qui étaient diabétiques et très peu qui étaient sous insuline. Alors ça, c'est notre contexte local, parce que même si les malades sont insulino-nécessitants, on ne leur met pas de l'insuline parce que c'est difficile à gérer. Et ces malades, on les considère comme insulino non dépendants, mais moi, je les considérerais comme quand même insulinodépendants après 10 années de diabète. Ils ont besoin d'insuline, mais qu'on ne le met pas. Pareil pour l'insuffisance rénale, même si la créatinine est à 120 à 150 en post-op, je ne parle pas de la chirurgie cardiaque, même en chirurgie vasculaire, ces taux de créatinine augmentent drastiquement en post-op. Voilà, ça c'est score de Lee. Plus il y a des facteurs de risque, plus le risque d'événements cardiovasculaires graves. Score de Lee modifié, 16 ans après, Anderson qui reconfirme le même score sur presque 450 000 patients. Et pareil, plus il y a de facteurs de risque, plus d'événements cardiovasculaires post-opératoires. Alors on a vu la chirurgie, on a vu le malade. Maintenant on va voir la capacité fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité à faire des efforts. Et là, il y a pléthore de techniques à utiliser. Mais en France, on utilise ces 3 techniques, c'est-à-dire l'évaluation subjective des équivalents métaboliques. En anglais, c'est Metabolic Effort at Task. Et deuxièmement, c'est le DASI, Duke's Activity Status Index. Et troisièmement, le test de marche en 6 minutes. Il y a un quatrième examen qui est très perfectionné, qu'on va voir brièvement après. Il faut savoir que plus un malade peut faire des efforts, moins il aura des complications post-opératoires. Alors d'abord, le MET, ou l'équivalent métabolique, c'est un test subjectif. Simplement, on leur pose des questions et il faut qu'on évalue si le malade peut faire 4 équivalents métaboliques. Et s'il nous dit qu'il peut monter 2 étages, s'il peut marcher vite sur le terrain plat, ou s'il peut courir sur une courte distance, on dit qu'il a 4 mètres et on considère que la chirurgie aura moins de risques en post-op. Mais test subjectif. Alors voilà une publication qui dit que
le fait d'associer le score de lit avec le METS, tous ceux qui ne pouvaient pas monter 2 étages, ils avaient plus d'événements cardiovasculaires. Et ça, c'est ceux qui pouvaient monter les 2 étages, moins d'événements cardiovasculaires. Ensuite, le DASI, 12 questions, total de 58,2 points. Ok, alors c'est moins subjectif parce que la notation n'est pas pareille. Pour chaque question, il y a une notation différente. Voilà, ça je vous le donne parce que maintenant on parle de médecine basée sur des preuves, alors il faut bien des études qui ont montré que c'est valable. Alors cette étude de 2020 qui dit que le Duke Activity Status Index est une bonne façon d'évaluer le malade en préopératoire. Une autre étude en faveur du DASI, mais celui-là, il dit que l'évaluation subjective ne doit pas être utilisée. Alors, à Maurice, nous utilisons beaucoup l'évaluation subjective, mais c'est les moyens du bord. Alors, le test de marche en 6 minutes, il faut savoir que c'est un test qui existe depuis longtemps, mais on ne le pratique pas vraiment. Il faut évaluer combien de mètres le malade peut marcher en 6 minutes. Et on dit que s'il peut marcher au moins 400 mètres, il a 4 équivalents métaboliques à l'effort et il est apte à la chirurgie. C'est un test, en principe, ça peut se faire dans le couloir de l'hôpital, mais il faut savoir la distance à parcourir et il faut chronométrer. Une étude brésilienne qui dit que ceux qui peuvent marcher plus de 400 mètres, il y a moins de risques post-opératoires. C'est la chirurgie pulmonaire. Ceux qui marchent moins de 400, ils ont plus de complications. OK? Une étude de PGA 2019 qui valide le DASI et le 6 minutes de marche. OK? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on a les smartphones, on a tous avec nous en ce moment. Il y a le Wi-Fi accessible ici aussi. Et l'apport du smartphone nous aide beaucoup. Il faut savoir que le DASI peut se calculer sur le smartphone parce que c'est un programme qu'on peut télécharger et on peut dire au malade de répondre aux questions et on peut totaliser le score. Par exemple, celui-là, il fait 32 points. Je ne vous ai pas dit, mais pour avoir un équivalent de 4 équivalents métaboliques, il faut avoir un score de 34. OK? Alors, DASI score 34 sur 58, c'est équivalent métabolique à 4. OK? Test de 6 minutes. Pareil, vous savez, il y a un programme qui compte nos pas. OK? Alors ça, on peut le télécharger, on peut dire au malade, même à la maison, marchez 6 minutes et on verra combien de mètres vous pouvez faire. Ok, ça c'est avec l'avènement des techniques modernes, le smartphone. Quatrièmement, c'est un test qui est gold standard, qu'on appelle le test cardiopulmonaire. C'est un test qui mesure de façon objective la capacité à l'effort. C'est très prédictif des complications post-opératoires et la mortalité. Ça explore aussi bien le cœur, les poumons et les muscles. Mais ça doit être fait dans un laboratoire. Il faut qu'on mesure la fréquence cardiaque, il faut qu'on analyse le CO2 expiré, la consommation d'oxygène. Et il y a 2 choses qu'on doit mesurer, le seuil d'anaérobiose et le VO2 max. Bon, je l'ai dit pour la causerie, mais je ne sais pas si à Maurice on le fait. Alors pour ça, il faut avoir soit une bicyclette ergométrique, soit le tapis roulant. Et bien sûr, vous voyez qu'il faut avoir le masque pour analyser le gaz et le malade doit être bien monitoré. Alors, le graphique qui représente en vert la fréquence cardiaque, mais on va s'intéresser à la consommation d'oxygène
et la production de CO2. Et tant qu'on a une respiration aérobique, la consommation d'oxygène est inférieure à la production de CO2. Avec l'effort, à un moment donné, les deux courbes se croisent, et là, c'est le seuil d'anaérobiose. Et avec les calculs des consommations d'oxygène et production de CO2, si le malade consomme 11 ml d'oxygène par kilo par minute, il a un effort équivalent à 4 mètres. Au-delà, le CO2 monte plus que la consommation d'oxygène, et là, c'est ce qu'on appelle la dette en oxygène, et le malade produit de l'acide lactique. Et il y a un autre critère qu'il faut voir, c'est les VO2 max. Et le VO2 max, si c'est 15 ml par kilo minute, là aussi le malade est apte à la chirurgie avec moins de complications post-opératoires. Voilà, les deux chiffres qu'il faut retenir: seuil d'anaérobiose 11 ml par kilo minute, VO2 max 15 ml par kilo minute. Alors, je vais voir si nos amis cardiologues pourront nous dire si on le fait à Maurice. 11 ml par kilo minute, c'est 4 mètres. Voilà, maintenant qu'on a évalué le malade, on va stratifier le risque en préopératoire. Alors voilà le schéma que je ne vais pas détailler complètement. Chirurgie urgente, il faut y aller, on n'a pas le temps de faire des examens. Chirurgie non urgente, patient instable, on attend pour le stabiliser. Les patients stables qui ont un score de Lee 2 ou moins, chirurgie intermédiaire ou faible, on va de l'avant avec la chirurgie. Mais au-delà de 2, 3, 4 et 5, le 6 c'est pour les classiques, il ne faut pas le considérer parce que maintenant on parle de lit clinique. Chirurgie à haut risque, il faut évaluer la capacité fonctionnelle. Si c'est plus de 4, pas de problème. Moins de 4, c'est effectivement un gros problème dans un contexte mauricien, parce que là, il faut faire le test à la dobutamine ou scintigraphie au thallium. Et je sais que la scintigraphie, on le fait, mais là, c'est plus difficile à les explorer. Voilà, en résumé, pour vous dire que score de Lee, c'est parfaitement faisable, très prédictif. Il faut le faire systématiquement. Ensuite, l'évaluation cardio-respiratoire. Il faut le MET, très subjectif. Les tests cardio-pulmonaires, compliqués, mais difficilement faisables, mais très prédictifs. Mais bien sûr, entre les deux, on a le DACI et le 6 minutes de marche. Avec le smartphone, peut-être qu'à Maurice, il faudra commencer à faire tout ça. Voilà, alors l'évaluation en principe c'est fini. Maintenant on va voir l'optimisation du traitement préopératoire. Au fait, alors ça peut être avec l'aide du cardiologue ou même l'interniste qu'on a aussi dans le privé un peu plus facilement peut-être. Alors là j'ai pris le guidelines de 2014 et voilà ce qui est dit. Alors, en ce qui concerne tous les malades qui sont sous bêta-bloquants, il faut continuer le traitement, mais ce n'est pas indiqué de mettre en route des bêta-bloquants, surtout à forte dose, à la veille de l'intervention. Surtout, ça a été prouvé par l'étude POISE numéro 1, où il y avait plus d'événements type mortalité, pas cardiaque, mais plutôt neurologique. Par contre, là où on a le temps, on peut titrer les bêta-bloquants, peut-être pendant une semaine, pour pouvoir ajuster le traitement bêta-bloquant. Concernant les IEC et le ZARA2, les hypertendus, on arrête le traitement un jour ou 2 jours en fonction de la demi-vie du médicament, mais quand le malade est traité pour une insuffisance cardiaque, on continue le traitement. Mais il faut savoir que ça interfère avec l'anesthésie et ça peut donner des hypotensions sévères. Alors il faut être prêt pour pouvoir faire le nécessaire. Et bien sûr, les statines, c'est prouvé que ça aide, ça stabilise les plaques. Et dans la chirurgie vasculaire, c'est indiqué
de nos jours. Alors, même pour les chirurgies non vasculaires, on peut le mettre en route, même la veille de l'intervention. Alors, on a vu l'évaluation, on a vu l'optimisation du traitement. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'il faut faire en post-op. Alors, il y a cette étude qui est sortie en 2014, c'est l'étude Vision. On sait tous l'infarctus du myocarde en dehors du contexte non opératoire, ok. Mais on apprend avec cette étude qui est dans le post-op cardiaque, pas forcément l'infarctus, mais il y a des événements cardiaques qu'on appelle en français soit lésion myocardique ou dommage myocardique. Il n'y a pas de signe clinique, pas de signe électrique et la mortalité augmente quand la troponine est augmentée en post-op immédiat. Et l'étude a préconisé de doser les troponines, c'est des troponines T, ça c'est 4e génération, ça c'est ultra sensible, et c'est préconisé de les doser pendant 3 jours post-opératoire. Plus la troponine est élevée, plus la mortalité post-opératoire jusqu'à 30 jours est élevée. Alors, il semble que ces types de lésions en post-opératoire, ce n'est pas infarctus type 1 avec rupture de plaque, mais c'est le type 2 avec un déséquilibre entre consommation d'oxygène et la demande. Okay. Alors ça c'est le type 1, c'est complètement bouché par une plaque. Là ça peut être un spasme, déséquilibre, consommation et délivrance. Et des fois, il peut y avoir déjà un plaque préexistant, mais ce n'est pas complètement bouché, mais ça peut diminuer, avoir un déséquilibre entre délivrance d'oxygène et la consommation. Voilà, l'habituelle balance qu'on montre que la demande de l'oxygène a augmenté, c'est plus lourd, alors que la délivrance est plus légère. Voilà, alors je vous ai parlé du cas clinique au début. Si vous vous souvenez toujours, alors on va essayer de détailler un peu plus. Ce monsieur de 62 ans, qu'il faut que je l'endorme pour une prothèse totale de hanche. La chirurgie, c'est un risque intermédiaire. Alors sur le RCRI, c'est 1 sur 5, donc un risque évalué à 2%, c'est pas beaucoup, mais il n'y a pas d'étude fonctionnelle. Alors le cardiologue qui voit le malade, l'ECG sinusal, un bloc de branche gauche, on ne sait pas s'il y a un événement cardiaque dans le passé, parce que bloc de branche gauche, on ne peut pas savoir s'il y a une onde Q. Mais par contre, il y a une cardiomyopathie dilatée. Il n'y a pas de dyskinésie régionale. Est-ce que c'est ischémique? Est-ce que d'autres choses? Je vous ai parlé de l'éthylisme, peut-être que c'est ça. Capacité fonctionnelle non réalisable. Optimisation du traitement. Il avait tout ce qu'il faut, il fallait simplement arrêter l'aspirine. Technique anesthésique, ça c'est un sujet des anesthésistes, mais je sais que nos amis cardiologues nous conseillent toujours de faire de l'anesthésie loco-régionale, mais il faut savoir que avec tout, il y a des risques. Juste rapidement, je vais vous dire que si vous choisissez la rachianesthésie, il y a un risque d'hypotension, et ce malade qui est déjà en insuffisance cardiaque, si on le remplit, il va se décompenser. Et même si on donne des vasoconstricteurs, là aussi, il peut y avoir des décompensations cardiaques. Péridurale, c'est plus intéressant, mais le malade a du psoriasis et au niveau du dos, là où je dois piquer pour la péridurale, il y a des lésions. Alors j'avais opté pour l'anesthésie générale, pardon. Voilà, j'avais opté pour l'anesthésie générale, sachant qu'il y a le risque d'hypotension, mais il faut savoir qu'on a des drogues peu cardiodépresseurs. Alors je ne vais pas vous parler de l'anesthésie, mais c'est ce que j'avais prévu avec intubation, avec une bonne oxygénation et suivi en post-op en réa. Et pour ça, le malade devait être opéré dans un endroit où il y avait la réa et le malade devait se renseigner sur les prix post-op en réa. Okay? Et le malade a fait le nécessaire et on a pu faire l'intervention soulagée.
AG plus péridurale, ça peut être intéressant aussi, mais il y a plus de risque d'hypotension. Ce qui est plus, disons que ce qui est plus à la mode, mais tout dépend de notre formation, c'est les blocs périnerveux. Mais il faut être formé dans des blocs parce qu'il faut bloquer le nerf fémoral, le nerf sciatique. Il faut être habile avec l'échographie et il faut savoir que malgré tout, ça peut ne pas marcher. Alors, technique anesthésique, je vous ai dit, le monitorage en France, on aurait fait sous monitorage pression artérielle invasive, mais là, je ne pouvais pas. J'avais quand même le gaz du sang pour surveiller le malade. Et d'ailleurs, pendant l'intervention, le malade a présenté une hypoxémie, alors j'ai pu augmenter la FiO2 et au gaz du sang, il n'y avait pas d'acidose et ça m'a permis de mieux gérer ce malade. Alors, il faut que ce malade n'a pas d'hypotension, qu'il faut qu'il ne saigne pas, il ne faut pas qu'il y ait de bradycardie tachy, il n'y a pas eu de tout ça. J'ai mis en jaune hypotension, saignement et bradycardie parce que ces trois critères sont inclus dans l'APGAR chirurgical. Pour la douleur, il faut utiliser l'analgésie multimodale. Il ne faut absolument pas qu'il y ait des frissons parce que quand on se réveille et on frissonne, la consommation myocardique en oxygène est augmentée. Et je vous ai parlé que les chirurgiens qui ont vraiment chaud sous leur kimono, et c'est difficile de faire respecter une température convenable. Là, ça s'était bien passé. Ok. En post-op, il est dirigé en réa, et en réa, moi, je peux mieux gérer ce malade parce que je peux monitorer tous les paramètres. Tous les traitements d'insuffisance cardiaque sont repris. L'Ovenox, bien sûr, est introduit. Et l'analgésie multimodale, dans le contexte du privé, faire de la morphine en chambre, c'est pas évident, mais là, j'ai pu le faire. Suivi biologique, ça aurait pu être fait. On aurait pu faire le NT-proBNP, mais on avait le iStat pour doser tout ça. Mais question au cours, on n'a pas fait, surtout que le malade était très stable. Voilà, traitement de sortie, idem comme il avait avant, plus l'Ovenox à domicile. Peut-être que des orthopédistes maintenant donnent des anticoagulants oraux directs, ça peut se faire aussi. Et les anti-inflammatoires, c'est pas trop indiqué dans l'insuffisance cardiaque, mais dans la littérature, c'est dit que naproxène, c'est le moins cardiotoxique. Alors, c'est ce qu'on lui a donné. Voilà, alors, juste pour vous dire que j'avais beaucoup de cas cliniques à présenter, mais je devais respecter les 30 minutes, 40 minutes, je ne sais pas combien de minutes j'ai parlé là. Ça, c'est un cas clinique, un monsieur de 70 ans qui a été opéré d'une laparotomie, colectomie droite. Et en pré-op, il était en forme, il pouvait jardiner, un équivalent métabolique à supérieur à 5. Et il a fait un fibrillation auriculaire très rapide, à 170 par minute. Heureusement, bien toléré, la tension est restée normale, saturation normale. Et là, en tant qu'anesthésiste, il faut qu'on fasse vraiment les choses vite et tout seul, parce qu'on n'a pas recours au cardiologue. Le temps qu'il arrive, ça va prendre beaucoup de temps. Et là, tout s'est bien passé, mais j'ai eu d'autres situations où la tension baisse. J'ai témoigné avec d'autres collègues, des malades en position ventrale qui font des infarctus. Et il y a encore d'autres malades qu'on contre-indique pour l'intervention. Voilà, comme conclusion, je voudrais vous dire que les complications cardiovasculaires en post-op est un défi majeur. Le score de Lee, il faut l'utiliser systématiquement. La capacité fonctionnelle, peut-être que dans notre contexte mauricien, quand je pose la question, est-ce que vous montez 2 étages? Ils n'ont pas d'étage. Est-ce que vous marchez? Oui, mais comment ils marchent? On ne sait pas. Alors peut-être qu'il faut utiliser le smartphone. Le score d'APGAR, je l'ai mis APGAR, mais tout ce que j'ai dit, tachybrady, hypothermie, douleur, tout ça, il faut bien le gérer. Et la surveillance biologique, c'est les études qui sortent en ce moment. C'est surtout l'équipe canadienne. Alors troponine, c'est pas encore dans les guidelines, c'est pas un consensus, mais peut-être qu'il faudra le faire en post-op. J'ai eu l'occasion de le faire pour un de mes malades. En pré-op, c'était 2,9 élevé. En post-op,
il était à 0,7. Alors le chirurgien, en plaisantant, dit mais ton anesthésie lui a fait du bien. Mais je dis non, mais il était en insuffisance rénale en pré-op, c'est pourquoi. Ok. Alors il ne faut pas oublier que la troponine n'est pas comment dirais-je, un facteur cardiaque. Ça peut être aussi d'autres origines. Ok. Voilà, ça c'est mes références. En France, c'est ce monsieur qui parle beaucoup plus sur les risques cardiaques. Et ça, c'était sur les MINS qu'on lit beaucoup en ce moment. Voilà, merci beaucoup. Ok, alors... Okay, thank you very much, Dr. Rampel, for this very nice and exhaustive presentation. Much relevant information regarding this topic. So if time permits, we can take questions, or else we will proceed for the next presentation. I think we shall proceed for the next presentation. Ok, merci beaucoup. So our next presentation will be by Dr. Ramdhani. He is a cardiologist with a super specialty in pediatric cardiology, and he will be talking about COVID-19 in children and its cardiac implication. And for this session, we shall have Dr. Bakori, cardiologist at the Cardiac Center, Dr. Dinu, cardiologist at Victoria Hospital, both of them with affinity in pediatrics. They do look after the babies in our prospective hospitals. They do echoes, and most of the treatment, they direct even treatment, or they advise the pediatrician how to proceed with the cases. So here we shall wait for some couple of minutes before. And Dr. Sangita, I think. Yeah. And the moderator will be Dr. Vishwanathan from India. So about COVID-19, I think we do have lots of data among the adults, and concerning cardiac problems, we have cardiomyopathies, much more. But in children, the data are very scarce. So I think here Dr. Ramdhani will talk us about the data that he has collected from various studies and even his experience with our children in Mauritius. Okay, so we have Dr. Vishwanathan. Hello, do you hear us, Dr. Vishwanathan? No, we are not hearing you.
Hello, Dr. Vishwanathan, you can hear us? Yes, Yes, thank you. yes. So we are going to start the sessions about COVID-19 and its cardiac implication in children, and we are happy to have you again. And I think all our colleagues here still remembers you of the 5 days of marathon session that you have been doing at the Goldcrest Hotel some couple of years back. And Yes, we have. and you will be the most welcome again whenever you want, whenever you will be visiting you will be visiting us. So okay. Thank you. Next slide. Okay. So we are starting the presentation. Next slide. Previous. Okay. So good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome, Dr. Vishwanath.